Merci d'être avec nous pour Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, nouvelle édition spéciale, 17e jour de l'opération Bordure protectrice à Gaza. Gros plan aujourd'hui sur l'évolution des relations économiques d'Israël avec le reste du monde. Cette crise a-t-elle déjà ou aura-t-elle une influence, un impact sur les échanges commerciaux du pays avec le reste du monde? On parlera de la Turquie notamment. On reviendra aussi sur cette affaire des vols annulés autour de Tel Aviv. Deux invités aujourd'hui, David Harari, le père du drone israélien, qui nous parlera de l'état de cette industrie, et puis notre expert Lionel Friedfeld nous accompagne tout au long de cette édition. Reportage également sur les livreurs de l'impossible, entre les tirs de roquettes et les infiltrations terroristes via les tunnels de Gaza. Ils permettent aux habitants du sud d'Israël d'être approvisionnés. On verra tout cela en fin d'édition. Voilà pour le sommaire et merci d'être avec nous. On entre directement dans le vif du sujet. L'opération israélienne à Gaza en riposte aux centaines de tirs de missiles du Hamas entraîne, on le sait, des pressions diplomatiques, des critiques aussi. Et parmi les plus agressives, sans aucun doute, celle de Recep Tayyip Erdogan. Le chef du gouvernement turc a fait référence au nazisme ces derniers jours. Et on pourrait croire en l'entendant que les ponts sont coupés tout simplement entre son pays et Israël. Eh bien on va le voir, la réalité économique est tout autre. Johanna Citruc. Israël terrorise la région. Israël commet un véritable génocide. Génocide. Une accusation incendiaire utilisée par le Premier ministre turc pour qualifier l'opération militaire de Tsahal en réponse aux nombreuses roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Quelques jours plus tôt déjà, il comparait la mentalité israélienne à celle d'Hitler. Un rapprochement qui s'appuie pourtant sur de fausses rumeurs. Une femme israélienne a déclaré que les mères palestiniennes devaient être tuées aussi. Et elle est membre du Parlement israélien. Quelle est la différence entre cette mentalité et celle d'Hitler? Pourtant, malgré cette position farouchement anti-israélienne, les relations commerciales entre les deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. Le volume des échanges entre Israël et la Turquie a dépassé les 5 milliards de dollars en 2013, contre 3,4 milliards 5 ans plus tôt. Et la tendance semble se confirmer en 2014. Au premier trimestre, les exportations d'Israël vers la Turquie ont augmenté de 25% par rapport à l'année précédente. Principalement des produits chimiques, du plastique, mais aussi du caoutchouc. Même constat pour les importations de produits turcs en Israël, en hausse de 21%. Des relations commerciales pour l'instant au beau fixe, qui pourraient pourtant subir la détérioration des relations diplomatiques. Voilà, étonnant, hein. Relations diplomatiques au plus bas, relations commerciales à leur plus haut malgré tout. Alors on va saluer d'abord nos deux invités du jour. Nous avons l'honneur de recevoir ici l'inventeur du drone israélien. Bonjour David Harari. Bonjour. Et merci d'être avec nous, lauréat entre autres du prix d'Israël, chevalier de l'Ordre national du mérite. Et bienvenue aussi à notre analyste financier, notre expert Lionel Friedfeld. Bienvenue à vous. Bonjour David. Alors je me tourne vers vous Lionel. D'abord, comment on explique ce fossé entre la vitrine diplomatique et la vérité, les faits? La Turquie est un vrai partenaire aujourd'hui économique d'Israël. Effectivement, il y a un dynamisme certain, puisque vous l'avez mentionné en 2008, 3,5 milliards d'échanges commerciaux entre la Turquie et Israël. Et en 2013, ce chiffre monte à 5 milliards de dollars. Donc Israël est passé de la 24e place à la 17e place, on va dire, dans les pays exportateurs en Turquie. Mais cela s'explique qu'en 1996, en fait, la Turquie et Israël avaient déjà signé un accord de libre-échange. En 1997, il y avait déjà un accord fiscal de non-imposition entre les deux pays. Et un peu plus tard, en 99, on va dire un accord justement pour manager tout ce qui est investissement entre Israël et la Turquie. Et il faut savoir une chose, c'est que les importations en fait turques, il y a de la high-tech israélienne, mais aussi des produits chimiques, du textile. Et les Turcs exportent énormément vers Israël en fait certains produits textiles, mais c'est aussi le tourisme. On peut parler du tourisme. Malheureusement, peut-être c'est le seul domaine où en fait les non bonnes relations ont fait que, notamment en 1999, près de 600 000 Israéliens allaient passer leurs vacances en Turquie, et ce qui représentait 3% des touristes turcs. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé et simplement 0,05% des Israéliens vont aujourd'hui en Turquie. En tout cas, ça reste positif malgré plusieurs différends, notamment autour du Mavi Marmara. Alors Lionel, on va écouter cet avis assez surprenant du directeur du commerce extérieur au ministère israélien de l'économie, des propos recueillis ce matin par Anthony Lesme. Écoutez.
D'un côté, on a des différends politiques avec le gouvernement turc. Néanmoins, d'un autre côté, nos exportations, nos échanges ont augmenté de manière significative entre les deux pays depuis quelques années. Cela montre à quel point nos relations économiques sont fortes et comment les deux pays arrivent à séparer les questions économiques des questions politiques. Des compagnies turques investissent en Israël, des compagnies israéliennes exportent en Turquie et même Turkish Airlines couvre plusieurs vols par jour. Je pense donc que les tensions politiques n'influent en rien les relations entre la Turquie et Israël sur le niveau d'exportation ou même sur le commerce entre les deux pays en général. David Harari, vous ressentez cette idée assez sournoise un peu qu'on peut critiquer Israël en façade pour ménager son opinion et puis on sait très bien qu'on pourra de toute façon commercer avec Israël? Écoutez, d'une manière générale, oui. Je dirais que c'est la règle courante aujourd'hui, malheureusement, de la politique internationale entre les pays. Mais là, pour rebondir un peu sur ce que vous avez parlé sur la Turquie, il a oublié de dire à son Parlement que l'armée de l'air turque utilise les drones israéliens. Notamment pour combattre les Kurdes en ce moment. Entre autres pour combattre les Turcs, mais enfin ils ont fait des missions aussi au-dessus de la Syrie, etc. Donc tout ça, ça fait partie du jeu de la politique internationale, malheureusement. C'est devenu la norme un petit peu. On a l'habitude en tout cas. Oui, je crois que les pays sont rentrés dans cette habitude-là, des pays dans lesquels nous n'avons pas de bonnes relations. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bonnes relations diplomatiques, ne veut pas dire qu'on n'a pas de bonnes relations économiques. La Turquie est un exemple, par exemple. Et je crois que ça va continuer comme ça. C'est l'officiel et l'officieux. Alors justement, on va écouter un autre extrait au sujet plus globalement de l'impact du conflit en cours sur le commerce extérieur, enregistré là aussi ce matin. Écoutez. Évidemment, quand une telle situation survient, on constate tout de suite une dégradation de l'environnement économique. On voit que certaines délégations reportent ou carrément annulent leur visite. Il faut tout de même nuancer car nous sommes déjà fin juillet et nous arrivons au mois d'août, une période habituellement creuse dans l'économie israélienne et mondiale. Quoi qu'il en soit, nous faisons l'impossible pour que les gens qui veulent continuer à faire du business avec Israël trouvent en face d'eux des personnes responsables et positives. Voilà, point d'inquiétude visiblement pour l'instant. Lionel, c'est justifié cet optimisme? Effectivement, avec 250 milliards de PNB pour l'économie israélienne, dont 35% à l'export, Israël est véritablement positif. On parle de la high-tech, mais c'est également du diamant et d'autres business. Donc c'est véritablement justifié. Alors on va revenir aussi sur la décision des autorités américaines avant-hier d'interdire les vols des compagnies US vers ou depuis Israël. Une interdiction qui a été levée ce matin, mais entre-temps, le maire de New York avait annoncé mardi qu'il se rendrait justement en Israël pour dénoncer cette interdiction. Et il a tenu parole, on va l'écouter. Chaque fois que je viens ici, cela me rappelle l'histoire. L'histoire d'où vient ma famille, de la liberté et de la démocratie. Israël est le seul pays démocratique du Moyen-Orient. C'est une vraie démocratie où tout le monde a la chance de pouvoir s'exprimer et pratiquer la religion qu'il souhaite de la manière dont il veut. À mes yeux, l'aéroport Ben Gurion est sans doute le plus sûr du monde, tant pour atterrir que pour décoller. Lionel, l'impression d'un monde à deux vitesses, les pour et les contre Israël. Comment les investisseurs prennent en compte cette donnée? Alors, les investisseurs internationaux, les bourses internationales ont très bien réagi, puisque c'est un non-événement, c'est un événement local, c'est pas un événement international. Et la bourse de Tel Aviv a extrêmement bien réagi. Elle a perdu que dimanche dernier 1,1%, simplement parce que les troupes devaient rentrer à Gaza. Mais les investisseurs, notamment locaux, ont l'habitude de ces périodes de conflit. Ouais. Alors, on va rester dans le domaine de l'aéronautique avec une branche qui a pris son envol il y a quelques dizaines d'années maintenant, c'est celle des drones, les avions sans pilote. Arme stratégique, s'il en est, on le voit à nouveau à l'occasion justement du conflit en cours à Gaza. Alors David Harari, justement, vous êtes l'inventeur du drone israélien. Israël aujourd'hui premier exportateur mondial de drones de surveillance d'après le cabinet Frost et Sullivan. Des performances qui s'expliquent aussi par la proximité entre l'industrie et l'armée. Oui, d'abord, c'est vrai. En fait, lorsque nous avons développé fin des années 70, nous étions un petit groupe, nous avions déjà une expérience militaire. Et puis après, nous avons commencé à introduire, nous savions de pourquoi il fallait le faire, de quelle manière il fallait le faire, nous l'avons fait. Mais alors après, lorsque les unités ont été créées, eh bien tout simplement les techniciens, les ingénieurs ont créé ces unités-là. Et moi-même, donc, je suis rentré dans l'unité des services de renseignement. Et lorsqu'on m'appelait en réserve, est-ce que c'était, on appelait l'officier de l'unité,
ou bien on appelait le directeur de la division des drones de chez ZAI pour utiliser et parfois pour résoudre des problèmes que nous avions découverts, etc. Donc, c'est vrai. Et c'est à propos, ce n'est pas seulement dans le créneau des drones, c'est dans, toute l'industrie militaire israélienne, je dirais presque malheureusement, que nous sommes conduits à faire chose pareille. Mais effectivement, ce système qui a été développé est encore une preuve que nous... Et on pourrait montrer d'autres exemples dans l'industrie militaire israélienne, que ce sont des retours de combat, des retours du champ de bataille qui nous amènent à développer certains produits. Et ça, c'était tout simplement le retour de la guerre de Kippour. Une grande réactivité, ça joue beaucoup. Absolument. Alors Lionel, Israël 5e exportateur d'armes dans le monde en 2012, 7,5 milliards de dollars quand même. Israël devant la France aujourd'hui. Ça s'explique justement par les menaces aussi qui pèsent sur le pays. Effectivement, et c'est 7% de part de marché mondial. Les parts de marché ont doublé en 10 ans. Et ça s'explique surtout, c'est qu'il y a un tissu industriel important en Israël, plus de 150 sociétés dans l'aéronautique, dans la défense, et qui sont, en fait, il y a 4 champions nationaux. Il y a Israeli Aircraft Industry, Elbit System, Israel Military Industry, et puis Elbit System également. Pour donner une ordre d'idée, IAI fait un chiffre d'affaires de 3,5 milliards. En fait, appartient à l'État. La seule société qui est cotée en bourse, Elbit System, qui fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires et appartient à monsieur Ackerman. Donc, véritablement, c'est vraiment une poussée et ça aide véritablement l'industrie aéronautique israélienne. Merci beaucoup Lionel. On va passer à autre chose. On s'intéresse au quotidien menaçant des habitants du sud d'Israël. Les attaques, les tirs incessants de roquettes depuis Gaza les ont forcés à rester cloîtrés chez eux et à s'en remettre aux livraisons à domicile. Anthony Lesme et Sacha Rebou se sont rendus sur place hier à la rencontre de ces livreurs, pas tout à fait comme les autres. Regardez. Le sud d'Israël déserte ses supermarchés à la périphérie des villes. Effrayés par le pilonnage des roquettes, les habitants choisissent le commerce de proximité ou la livraison par Internet. Une offre de livraison gratuite pour 62 localités autour de la bande de Gaza a même été mise en place depuis vendredi. Nous observons une réelle augmentation du nombre de livraisons. Nous enregistrons 2 fois plus de commandes qu'en temps normal. Les employés travaillent beaucoup plus que d'habitude. Certains viennent même de Tel Aviv. Ils sont volontaires. Ils sont là du matin au soir. Je suis très fier d'eux. Rami, 35 ans, est l'un de ces volontaires. Sans augmentation de salaire, il livre les courses du supermarché jusque dans les localités proches de la bande de Gaza. Il y a beaucoup de roquettes ici, donc de temps en temps, on doit s'arrêter, se coucher sur la route, s'abriter, vous savez, des missiles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont peur. Passé une base militaire, nous sommes arrêtés par la police qui nous interdit de passer par cette route. De possibles mouvements de troupes, des tirs d'artillerie ou une roquette du Hamas, nous ne savons pas. Nous n'avavons pas la permission de rentrer ici. On cherche d'autres chemins sur la carte pour accéder à l'endroit de livraison. On va passer par Tzomet Goulot. Mais peut-être ils ont fermé là aussi. On peut accéder seulement aux 2 premiers villages. On devra passer par là-bas pour accéder aux 3 autres. Nous reprenons la route. 40 km de détour pour arriver au premier lieu de livraison. Nous contournons alors la bande de Gaza. Ici, on arrive à Tsikim. Regardez. Des terroristes se sont introduits ici par la mer. Nous espérons qu'à la fin de cette mission, nous aurons une vie paisible ici, pour un temps long. Parce que même s'il y a un cessez-le-feu, les missiles ne s'arrêteront pas de tomber ici et menacer la vie des gens. Nous arrivons au kibbutz Talmé Eliaou, situé à 5 km de la bande de Gaza. Ira reçoit ses courses, une aide précieuse pour cette Israélienne. Chaque sortie de la maison fait vraiment peur et tout ce qu'on peut recevoir directement à la maison nous fait vraiment du bien. Peu rassurée par les tirs incessants de roquettes, Ira est encore plus effrayée par les tunnels du Hamas. Pour les roquettes, on a l'alerte rouge qui nous indique une frappe, alors que pour des terroristes, on n'a aucune indication. On ne sait pas où, ni quand, ni combien. Alors oui, c'est une nouvelle menace, et j'en ai peur. Rami aura effectué 5 livraisons ce matin, 2 à Sderot et 3 en périphérie de Gaza. Il ne compte pas les heures, il fait partie de cette énorme chaîne solidaire qui existe en Israël en ces temps de guerre. Aujourd'hui, c'était plus calme, mais comme vous avez pu voir, on a pu entendre des explosions non loin de nous quelquefois sur la route. On essaie de faire de notre mieux. Quand je vois leur bonheur, leur sourire, je souris aussi.
Voilà, de l'espoir et du sourire malgré tout. Alors David Harari, cette réalité économique du sud d'Israël, ça peut pousser éventuellement le gouvernement à intensifier ses opérations? Certainement. Certains facteurs, ces facteurs tels que ce que nous avons là, seront pris en considération, c'est certain. Comme d'autres facteurs. Et puis il faudra faire l'intégrale de tout ça et puis décider ce que faire. Mais sans aucun doute, ce facteur-là économique de la bande de Gaza et puis de l'isolement sera certainement pris. Aujourd'hui, ce conflit a été tel qu'on est obligé de prendre, d'après moi, tous les facteurs en compte. Pour pouvoir... les habitants du Sud qui font beaucoup pression. Absolument, et je crois que nous les comprenons. Alors un mot Lionel sur la bourse, plus 2% depuis le début des opérations à Tel Aviv, c'est toujours l'optimisme. C'est l'optimisme et l'histoire nous démontre que, en fait, si on prend le TAS depuis 30 ans, a délivré près de 2500% de rendement, à comparer avec S&P 500, les 500 grandes sociétés américaines, sur le même temps qui délivrait 400%. Donc c'est un conflit, malgré tous les conflits, en fait, il y a un lissage dans le temps et la bourse devrait réagir véritablement avec très bien. Si ça reste comme ça pour l'instant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents sur notre plateau. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. Le retour de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.